On va mettre les pieds dans le plat. L'idée de produire ce billet d'analyse m'est venue du visionnage récent d'une séquence de l'émission Popcorn. C'est une émission qui est produite par Pierre-Alexis Bizot, aka Domingo, qui est un talk show récurrent toutes les semaines sur Twitch. Et dans cette séquence, qui s'appelle Format versus personnalité, on fait le point sur les audiences, Domingo reçoit 4 acteurs majeurs de la production de contenu sur Internet. Il est d'abord accompagné par Dwagby, qui est un producteur de contenu Twitch. Il est aussi l'animateur des grandes messes du Twitch Game, comme le GP Explorer, comme la KCX. Il est accompagné de Michou, qui est devenu un célèbre YouTuber en étant d'abord un streamer sous l'égide de Webedia. Et évidemment, les inénarrables McFly et Carlito, qui sont probablement dans le top du YouTube Game depuis des années. J'ai vraiment été touché par la qualité à la fois du contenu et de leur analyse. On va pas décrypter ici Popcorn, mais c'est vraiment une émission qui fait plaisir à regarder. Il y a une vraie mécanique d'éditorialisation qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver en télévision. Et cette année, ils ont fait des très gros efforts à la fois sur le décor, la scénographie et les modes de mise en image. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo pour décrypter le phénomène Popcorn très prochainement. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet extrait de l'émission? Eh bien, tout simplement une discussion de haute voltige entre à la fois des créateurs, des producteurs, bref, des gens qui gravitent au cœur de cet écosystème du contenu français. Et ils essayent ici de faire sens entre deux paramètres. Qu'est-ce qui fonctionne le plus? Est-ce que c'est aujourd'hui la personnalité des créateurs ou est-ce que c'est les formats? Comprendre globalement des concepts créatifs hyper forts qui créent un véritable univers de création et qui deviennent presque plus forts que les personnalités qui l'incarnent. Les créateurs nous amènent dans les arcanes des fabrications des formats, ils nous poussent à la fois des insights sur leur réflexion stratégique en termes d'incarnation, en termes d'animation, en termes de typologie de format ou encore de fabrication. Créer un peu d'immersion et faire en sorte que les gens jouent chez eux. On a remarqué que ça c'était très très fort. Alors soit via l'immersion ou en mode on est plongé dans une histoire avec Michou, Amine, soit au contraire, jouer à l'imposteur. Moi personnellement je joue à l'imposteur avec ma copine. Ouais. Elle kiffe jouer. Moi j'avoue que je suis dans l'analyse de tes limites, le producteur qui regarde et elle joue. Et ils le font de façon hyper incarnée parce qu'ils sont tous des entrepreneurs. Ils sont à la fois des producteurs, des créateurs, des animateurs, des stratèges, des experts de la diffusion et du community building. Donc c'est vraiment une discussion à haute voltige que je vous encourage vivement à aller découvrir si vous vous intéressez à la création de contenu. D'abord, le premier constat, il est sur l'analyse des audiences des top performeurs de cette année en 2023. Et franchement, les statistiques sont assez édifiantes. Je vous fais rapidement le déroulé des 5 formats qui ont fait le plus de vues sur YouTube en 2023. Le premier étant Qui est l'imposteur de Squeezie avec près de 24 millions de vues après 3 semaines de diffusion, ce qui est gigantesque. 4 vagues de 3 personnes qui viennent avec une supposée passion ou métier en commun. Okay. L'un des 3 est un énorme menteur. On a le Pire Date qui fait 17 millions de vues qui est toujours proposé par Squeezie. Aujourd'hui, on va faire du speed dating. On va rentrer à tour de rôle dans le restaurant, ok, et on va dater. On a le meilleur duo avec Squeezie encore une fois qui fait 16 millions de vues. Vous avez une veste de policier, c'est fou ça. Ouais. Ça fait très policier quoi. Avec le hoodie là. Ça vous plaît? Bah ouais, parce que du coup c'est pas conventionnel quoi. On se dit un policier, il va avoir une tenue avec écrit police. Il y a de la part de Michou et de Amine Mathué une collaboration sur 48 heures pour survivre à une invasion de zombies qui est juste pharaonique en termes de moyens de production et qui fait 15 millions de vues. Non, vous voyez bien que c'est pas vrai. Et une collab Michou-Inox, les deux potes, qui nous amènent dans un concept absolument fou, s'infiltrer dans la maison d'un fou et qui fait 13 millions de vues. Je suis dedans. T'as réussi à rentrer? Ouais, je suis dedans. Qu'est-ce que ça traduit? Tout simplement que c'est les formats qui ont le vent en poupe en 2023. On est souvent sur des concepts hyper créatifs et des univers de création qui sont vraiment riches. On a des interfaces de production qui sont globalement au sommet de l'état de l'art audiovisuel, tant en moyens techniques qu'en mode de mise en image. Ce sont très souvent des grosses productions avec des budgets pharaoniques. C'est également des bijoux d'influence puisque la plupart de ces formats mettent en lumière plusieurs créateurs qui collaborent ensemble autour d'une même vidéo, qui permettent de capitaliser à la fois sur la force de rétention des formats longs et sur la viralité potentielle des extraits réencapsulés et rediffusés sur les plateformes de 16e. Moi, je trouve ça hyper intéressant de le constater parce que ça veut dire qu'on a un écosystème de la production audiovisuelle en France qui est probablement un des plus vivaces au monde. Quand on voit la qualité des productions, le volume et le nombre de créateurs qui produisent tous les jours,
C'est juste une belle masterclass qu'on est en train de donner à l'échelle mondiale, puisque franchement l'écosystème YouTube français est pratiquement au top de ce qui se fait dans le monde. Sachant qu'en plus nous sommes limités par la taille de notre marché, puisqu'évidemment la francophonie est quand même vachement moins réputée à l'échelle mondiale que l'anglophonie, je trouve que c'est quand même une belle preuve de puissance et une belle preuve de créativité de voir que l'écosystème français se développe aussi fort et aussi vite sur ses super productions. Et je pense que tout ça c'est déjà dû à la vivacité d'esprit et à l'envie d'entreprendre de ses créateurs. Dans la même veine que la France a voulu devenir il y a quelques années la Startup Nation avec un fort développement de l'entrepreneuriat, on a aussi vu émerger une véritable creator economy que je trouve hyper positive et hyper inspirante. Bienvenue dans les nouveaux bureaux. Je me tiens la calvitie parce que je suis ému. Le studio dans lequel on tournera des vidéos à plusieurs, etc., il est à l'étage. Ici, il y a d'autres choses, à commencer par les futurs bureaux Yoko. Et évidemment, si cet écosystème en France est aussi vivace, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des marques qui s'engagent pour cet écosystème. Les directeurs marketing et communication ont bien compris que c'était ces créateurs-là qui étaient en train de créer les contenus de demain et qui avaient gagné la bataille du temps de cerveau disponible chez les jeunes. Et les marques les suivent, investissent sur ces projets ambitieux et nous permettent in fine d'avoir un écosystème de création de contenu qui est hyper vivace. Et je pense qu'il faut aussi remercier les pouvoirs publics, parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a énormément de subventions en France, le CNC notamment est très actif dans le financement et les subventions pour des œuvres culturelles telles que celles que produisent les créateurs de contenu, et je pense que ça vaut vraiment le coup d'être souligné. Mais quelles conséquences pour les créateurs ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le seul moyen de continuer à faire des vues, c'est de produire des super formats ? Je trouve intéressant de voir que Doigby, Michou, McFly et Carlito et Domingo ont tous un avis un petit peu divergent sur le sujet. Par exemple, Michou, qui est hyper habitué des super productions, puisqu'il fait partie du top créateur français, commence déjà à se poser des questions et des réflexions stratégiques sur le fait de réduire un petit peu la voilure sur ses productions. Il considère que parfois les formats passent devant sa personnalité, ce qui peut le déranger et créer des dissensions versus son audience. Et d'ailleurs, parfois, son audience lui fait remonter ce type de critiques. Moi, du coup, là, en termes de vidéos que je prépare et que je vais sortir, je me suis dit, ok, je vais calmer un peu ce genre de concept parce qu'en vrai, maintenant, ça y est, on en voit beaucoup et je trouve que tout est en train d'un peu se ressembler sur ça. Ah ouais. Donc, je lâche un peu ça. J'en refais de temps en temps quand vraiment il y a le concept où je me dis, oh, vas-y, j'ai trop hâte de le faire. Et là, je refais des trucs un peu plus centrés autour de moi, des trucs plus calmes, d'autres trucs, quoi. C'est ce choix qui a également été fait par McFly et Carlito il y a quelques années. Ils avaient commencé à faire des communications à l'échelle nationale pour dire que ils étaient en train de rentrer dans un burn-out, que la course à la superproduction était en train de les fatiguer, de les rendre dépendants des marques et des budgets pour financer ces superproductions, et ils avaient l'impression d'une espèce de fuite en avant sur lequel il n'y a jamais de fin, une espèce de marathon aux allures de sprint qui les a mis sur les rotules et leur a donné presque envie d'arrêter le YouTube game. C'est des énormes prods où tu réfléchis au format, tu t'engages pendant des semaines de travail avec tes Oui, prods et t'es puis focus t'arrives sur la le jour rythmique. J, et puis tout le monde est là et tu te dis putain c'est maintenant le shot là, Ouais. si je suis pas de bonne humeur maintenant, s'il y en a un qui est mal luné, c'est des semaines foutues en l'air. C'est ce truc-là, c'est de ce schéma-là qu'on a voulu sortir et c'est ça qui nous fait énormément de bien. Pour éviter tout ça, ils se sont évidemment recentrés sur leurs fondamentaux. Ils ont décidé de réduire la voilure, de limiter leurs partenariats avec des marques pour permettre de faire des productions à une échelle plus réduite mais qui leur ressemblent plus, dans lequel ils ont un espace de liberté plus profond. Plus simple, plus naturel, plus posé, moins tape à l'œil, pas forcément du waouh, du gros concept. 2 par semaine, 3 vidéos par semaine, c'est un joli rythme. Mais il y a un truc qui nous permet d'accéder à ça, à cette nouvelle manière de penser qui est beaucoup plus tranquille. C'est ne plus avoir peur de faire moins de vues. Alors qu'à contrario, Domingo, qui lui avait plutôt l'habitude des formats relativement complexes mais d'une échelle assez réduite, parce qu'un plateau de talk-show comme Popcorn, ça n'a quand même rien à voir avec l'échelle de ce qu'on peut voir sur YouTube, lui a décidé il y a très récemment d'investir dans un format qu'il a appelé l'échappée, qui là pour le coup était une espèce d'énorme course de vélo en Corse avec des dizaines et des dizaines de caméras, vraiment une très grosse super production. Pour cette nouvelle édition et la première dans les conditions réelles, je vais les emmener dans l'enfer des montagnes corses. C'était la première du genre sur ce sport, c'était sa première lui en tant que créateur, donc c'est assez de rigolo de voir qu'il y a finalement une espèce de modularité entre des créateurs très implantés qui font des super productions et qui décident de globalement réduire un petit peu la voilure, ou alors avec un créateur qui lui a l'habitude d'une échelle beaucoup plus réduite et qui décide d'investir et de miser sur le futur en mettant plus de moyens et plus de marques pour l'encadrer. Et fondamentalement, ce qu'ils traduisent tous les quatre quand ils ont cette discussion, c'est que leur objectif de vie, c'est avant tout d'être heureux. Et je pense que c'est une décision qui est personnelle et qui reflète le parcours que veulent suivre les gens.
Un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui est fondamentalement un entrepreneur, qui a envie de se sentir libre, à la fois dans ses territoires de création, dans les projets qu'il a envie de développer, et il est naturel qu'on passe par des phases avec des envies de grosses productions ou des envies de formats plus centrés sur sa personnalité et qui représentent moins de complexité à déployer. Et moi je trouve que ça fait plaisir de voir comme ça 5 entrepreneurs hyper ambitieux de cet écosystème se livrer à la fois sur leur stratégie business et commerciale, mais en même temps nous parler de leur bien-être personnel et de l'équilibre qu'ils essayent de trouver pour leur vie personnelle et professionnelle, ce qui n'est pas facile comme pour tous les entrepreneurs. Bref, si on s'éloigne un petit peu des considérations personnelles, qu'est-ce que tout ça nous enseigne ? Eh bien déjà qu'on peut être très très fier de l'écosystème de création de contenu sur le web en France. On a l'un des marchés qui est le plus dynamique, le Twitch Game et le YouTube Game créent des productions qui sont extraordinaires en termes de concepts créatifs, de moyens de production, de complexité de mise en image, et très souvent les stratégies de distribution sont brillantes, ce qui permet d'avoir des succès phénoménaux en termes d'audience, et franchement je pense que ça peut être une belle fierté collective pour l'écosystème français. Ensuite, ça traduit qu'il n'y a pas de vérité absolue en stratégie vidéo. Même si on constate que les formats sont ce qui arrive aujourd'hui à glaner le plus d'audience sur les plateformes, il n'est pas rare de voir des gros créateurs se recentrer sur eux-mêmes, essayer de baisser un petit peu le niveau de complexité de leur production pour pouvoir parfois monter un peu le curseur en termes de volume de production, mais en même temps garder un lien très proche et indéfectible avec leur audience. Parce que je pense que la clé de l'influence sur YouTube, elle est beaucoup orientée autour de la personnalité des créateurs qui l'incarnent. En général, on s'associe à une communauté de destin, on apprécie un créateur, on aime son univers, et si des fois les créateurs décident de surinvestir sur des énormes productions, eh bien une distance naturelle peut se créer entre eux et leur audience qui peut parfois être mal digérée. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire de constater que c'est un environnement dans lequel les barrières sont extrêmement fluides. En tout cas, quoi qu'il arrive, moi je suis certain qu'on n'a pas fini de passer des moments extraordinaires en consommant du contenu francophone sur YouTube et sur Twitch, qu'on aura des contenus extrêmement variés, avec des concepts créatifs de rupture ou au contraire des choses beaucoup plus proches des créateurs et de leur personnalité, et qu'on n'en aura pas fini d'en avoir pour tous les goûts sur cet écosystème. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'essayer de décrypter ce phénomène. Merci à tous d'avoir regardé ce contenu, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur LinkedIn ou aller sur hoopercast.com pour découvrir tout ce que nous on fait pour cet écosystème de contenu. Je vous dis à très bientôt.